Bonjour à tous. Je vois que les personnes se connectent de plus en plus, donc je me présente. Je suis Valérie Coulon, donc je suis directrice du pôle d'innovation managériale chez Great Place to Work. Et donc on va profiter de ce moment, de ces 45 minutes pour échanger. J'ai Julien Roubaud qui est en modérateur, donc qui va pouvoir prendre vos questions. Vous avez la possibilité de les poser au fur et à mesure. Et globalement, j'essaierai de répondre à la fin, sauf s'il y a des questions qui vraiment sont récurrentes, auquel cas je n'hésiterai pas à y répondre directement. Donc, bienvenue à tous. On va discuter et échanger autour du leadership exclusif. On va parler notamment des enjeux, des bénéfices, de l'efficacité du leadership inclusif, l'impact que ça peut vous apporter, puis surtout comment est-ce qu'on développe un management et un leadership inclusif. Déjà, qui sommes-nous? Donc, au niveau de Great Place to Work, en fait, on évalue l'expérience collaborateur en accompagnant les organisations pour qu'elles aient de l'impact sur leur qualité de vie au travail et du coup sur de la performance économique et sociétale avec deux outils globalement de mesure de perception des collaborateurs. Et puis, on accompagne aussi, que ce soit des dirigeants jusqu'aux collaborateurs et bien sûr les équipes managériales pour qu'elles puissent améliorer la performance sociale et économique, sachant que pour nous, notre prérequis, c'est de se baser sur le développement du potentiel humain. Nous avons une mission chez Great Place to Work qui est de construire une société meilleure en aidant les organisations à devenir des Great Place to Work pour tous. Donc ça, c'est la mission qui nous anime et que nous diffusons le plus largement possible. Donc très rapidement, on a deux outils de diagnostic. Le premier qui nous permet de mesurer la perception des collaborateurs pour évaluer la confiance qu'ils ont dans leur management, la fierté auprès de leur travail et les parties prenantes avec qui ils travaillent tout au quotidien. Et un deuxième outil qui nous permet d'évaluer les pratiques managériales de vos organisations à travers 9 leviers, voilà, qui sont des leviers qui nous permettent de mettre en place des pratiques durables afin d'en créer une culture de confiance. Nous sommes absolument convaincus, pour nous, que ce sont vraiment les valeurs portées d'une organisation et l'efficacité du leadership qui vont créer une culture de confiance et ce qui va permettre à chacun de pouvoir développer son potentiel humain, ce qui a beaucoup de sens par rapport au sujet d'aujourd'hui, facilitant du coup l'innovation et la croissance financière des organisations. Pour en venir sur notre sujet directement du leadership inclusif, quand on regarde à travers le temps, on est parti une évolution du mot pour arriver jusqu'à l'inclusion. On était d'abord sur des thématiques de discrimination, puis d'exclusion, d'intégration, d'insertion, de diversité, et on voit que ça s'accélère, d'égalité puis d'inclusion. Donc en fait, la diversité, c'est une des approches inclusives. C'est la façon, en fait, l'inclusion de considérer que chacun dans l'organisation a une valeur ajoutée, de quelle que soit son origine, son parcours, sa formation professionnelle, ses expériences de vie ou expériences pro. Donc c'est vraiment partir du principe qu'aujourd'hui, cette inclusion, elle intègre toutes les diversités d'une organisation pour offrir la meilleure valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, on vous a mis deux définitions. Une définition de Charles Gardou, qui est anthropologue, et qui parle de cette singularité et justement de cette valorisation de la différence. Et en fait, aujourd'hui, une organisation, elle devient inclusive quand elle adapte son mode de fonctionnement, qu'elle va du coup se mettre en agilité pour offrir vraiment la perception à chaque collaborateur d'être unique, d'être chez lui, d'être chez elle, et du coup de ne pas être dans une cristallisation des différences, mais dans une exploitation de la singularité de façon positive. Donc, chez Great Place to Work, comme on est très orienté sur l'expérience collaborateur, pour nous, c'est vraiment la perception que les collaborateurs puissent avoir du fait qu'ils sont vraiment partie, enfin, ça tous vraiment partie de l'organisation et qu'ils soient traités équitablement et avec un même capacité de pouvoir s'exprimer et réussir en étant eux-mêmes et donc non pas en gommant leurs différences. Donc aujourd'hui, on en est à 23, même 25 critères de discrimination
et c'est pas fini, donc on voit que ça peut aller de façon assez classique sur le sexe, les origines, les situations de famille, la perte de l'autonomie, la résidence, le génétique, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge. Enfin, on voit qu'aujourd'hui, les critères de discrimination sont multiples et qu'elles sont de plus en plus regardées à la loupe pour différentes raisons qui sont déjà en termes d'enjeux, des enjeux juridiques, puisqu'on voit bien que tous les systèmes législatifs et le système jusque pénal, hein, aujourd'hui, met un accent particulier sur la diversité et sur les risques d'exclusion ou de traitement non équitable. Donc il y a déjà un premier enjeu, c'est d'être en lien avec la loi. Et ce premier enjeu-là peut avoir un impact fort dans les organisations. Un deuxième enjeu aussi, c'est également un enjeu de RSE, puisqu'on a forcément aujourd'hui un impact sociétal et une responsabilité sociétale importante au niveau des programmes qu'on peut proposer. On le voit aujourd'hui à travers les enquêtes qu'on fait chez Great Place to Work, que de plus en plus de collaborateurs dans les organisations souhaitent voir de la part de leur entreprise un engagement fort dans la société, un engagement fort sociétal et social, et du coup des programmes qui impliquent l'organisation directement dans ces actes au quotidien. Donc on n'est plus seulement sur une empreinte écologique ou une empreinte humanitaire, on est aussi sur une vraie responsabilité sociale des organisations. C'est un enjeu évidemment sur la marque employeur, puisque de la suite de ce que je viens d'exprimer jusque maintenant, il y a beaucoup de collaborateurs qui attendent aussi à ce que l'entreprise soit vraiment responsable et engagée. Donc, il est clair qu'en termes d'attractivité, mais également jusqu'à la rétention et le fait d'avoir des collaborateurs ambassadeurs de la marque, de votre marque employeur, tout ce que vous pourrez faire en termes de programme d'inclusion sera extrêmement bien vu et bien perçu et impliquant du coup pour ancrer durablement votre performance dans la société. Ça a donc un enjeu RH, évidemment, et puis l'enjeu, il est sur la performance économique de l'entreprise, puisque à partir du moment où on a cette diversité, où on a cette inclusion et cet impact sociétal, on a évidemment de la performance économique au niveau de l'entreprise. On y retrouve aussi de nombreux bénéfices. On va pouvoir les creuser par la suite. Tout ce qui est innovation, puisqu'on va voir que vraiment l'exploitation des différences permet de faciliter l'innovation. Ça implique beaucoup aussi de collaboration. Ça offre une possibilité de travailler de plus en plus en transversal, de casser les fameux silos et d'ouvrir un petit peu les chakras de tous sur le fait que si on exploite tous nos différences, au final, on est bien plus riches tous ensemble. Donc l'engagement, évidemment aussi, la capacité de rétention, comme je l'ai exprimé, et puis forcément, ça aura un impact sur votre performance et donc sur le business de façon générale. En quoi aujourd'hui ce leadership inclusif, il permet d'être plus performant? On a notre parti pris, comme je vous disais au début, sur le fait que c'est vraiment les valeurs de votre organisation doublées d'un leadership efficace avec un management de l'inclusion, mais vraiment un engagement fort au niveau de l'inclusion qui va permettre à chacun de se développer et donc de susciter de l'innovation. Donc, il est clair que le leadership inclusif et les postures managériales à tout niveau de l'organisation auront un impact très, très fort sur la capacité ou pas à avoir de l'inclusion dans votre organisation. Donc, les enjeux du leadership, au-delà de la confiance, pour nous, c'est un enjeu clé et c'est en fait un doux mélange et un jeu d'acteurs pour toujours être entre un système cognitif analytique qu'on appelle, qui permet en fait d'appréhender le contexte de son organisation, le contexte business, la stratégie à mettre en place, donc qui est le pilier d'une organisation avec les drivers au quotidien,
mais aussi comment est-ce que ce rouage, comment est-ce que le manager va permettre à chaque collaborateur de pouvoir se connecter avec cette ambition, de se connecter avec cette stratégie et du coup de voir aussi quel sens son action et quel sens son travail a comme impact tous les jours dans l'organisation. On le voit d'autant plus avec cette période trouble qu'on est en train de passer, où il y a beaucoup de quêtes de sens, où des structures qui étaient totalement pérennes et stables et fiables financièrement aujourd'hui sont mises à mal, avec du coup en ressort les valeurs qui sont propres à l'organisation, et le manager a eu un rôle pour le coup complètement central d'arriver à piloter une stratégie parfois carrément à vue, parce qu'on sait bien que tout ça est très flou, et également une mise à distance, donc un manque de proximité physique, donc un besoin de rallier et d'être d'autant plus dans l'inclusion, de prendre parti et de prendre conscience de l'environnement de chacun dans cette période de Covid. Comment est-ce que chaque collaborateur pouvait travailler ou pas avec difficulté ou avec aisance. C'est voilà, tout l'environnement personnel et pro qu'on a vu se mélanger. Donc aujourd'hui, c'est sûr que cette inclusion, elle a d'autant plus de sens dans des périodes telles qu'on les vit aujourd'hui. Donc pour nous, l'efficacité du lundi leadership inclusif, ça va déjà commencer de toute façon par un très haut niveau de confiance au sein d'une équipe dirigeante. Ça nous paraît primordial, mais ce qui nous paraît primordial aussi, c'est que cette confiance au sein de ces équipes dirigeantes, elle puisse refléter en fait au niveau du top management une diversité. On peut parfois observer des comités de direction, des comités exécutifs, enfin des organes de décision qui sont très monoprofil, monoformation, même type d'expérience, même typologie d'organisation vécue. Au final, ce qui va être déjà riche, c'est quand au sein d'une organisation, on va avoir une équipe de direction qui vienne de la diversité et qui soit déjà riche en confrontation, riche en points de vue différents et qui s'alimente par la différence plutôt que par la ressemblance. Un leadership qui va être inclusif, c'est aussi quand cette vision et cette ambition inclusive, elle soit complètement donc portée par cette comité de direction, mais qu'on s'assure qu'elle soit bien comprise. On voit parfois dans certaines organisations où des programmes d'inclusion peuvent être mal compris ou mal interprétés ou ressentis parfois comme de l'instrumentalisation, par exemple, ou un achat de bonne conscience. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est très important pour nous au plus haut niveau de l'organisation et comment est-ce qu'on s'assure que ce soit bien compris, bien intégré et que tout le monde y comprenne la richesse qu'on va pouvoir en obtenir. Et du coup, évidemment, d'avoir des relations qui soient justes et authentiques avec l'ensemble des collaborateurs. On a vu à travers nos analyses qu'on a 5 niveaux de leadership et que quand on va du niveau, le premier niveau de leadership jusqu'au plus haut niveau de leadership d'une organisation, on gagne sur énormément de points. On gagne tout d'abord sur de la productivité, mais également sur de l'agilité, de l'innovation et de la rétention. Donc plus on aura un management qui sera un management de niveau 5, ce qu'on appelle un manager, un leader inclusif, un leader coach, plus on sera en capacité d'offrir dans nos équipes de l'innovation, de l'agilité, de retenir les collaborateurs et du coup d'être productif. On vous a mis ici un petit schéma pour vous faire le lien entre la productivité et l'innovation selon la possibilité d'avoir des équipes diversifiées ou non. Donc vous avez la productivité et l'innovation sur la gauche et vous avez la temporalité qui on croise les deux données et avec deux typologies d'équipes. Une première équipe qui est en grise, qui est sont des équipes qui sont homogènes et les deux sont bien managées, hein, des équipes homogènes, donc avec des profils assez ressemblants, assez similaires, et une autre qui sont des équipes diversifiées. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'au démarrage de ces équipes, on passe différentes phases et qu'une équipe
donc en grise, qui est homogène et qui donc a à peu près les mêmes typologies de profils, va passer une période de formation de cette équipe, une période de tension. Elle monte en productivité, elle monte en innovation, mais vous voyez que très rapidement, en fin de compte, elle se stabilise et elle reste assez linéaire dans le temps quant à la productivité de l'innovation. Alors que des équipes qui vont être diversifiées peuvent peut-être mettre plus de temps à se construire, plus de temps à prendre en considération, à se découvrir les uns les autres, à se former en tant qu'équipe. Donc peut-être plus aussi de temps voilà, à construire cette équipe. Mais par contre, une fois qu'on a passé cette partie-là, on monte bien plus vite et bien plus longtemps sur la capacité à produire de l'innovation et de la productivité. Donc on voit bien que ce modèle de développement, il ouvre l'idée que la formation d'équipes diversifiées sera vraiment une richesse pour la productivité et l'innovation. Donc là, je vous parlais des styles de leadership dans les organisations. C'est sûr que le leadership pour tous, le leadership inclusif, va permettre d'avoir du coup une équipe qui va être innovante et qui va être positive, qui va s'ouvrir et suffisamment être dans l'inclusion pour s'ouvrir aussi aux autres équipes de l'organisation, donc les fameux silos, avec énormément de reconnaissance, puisqu'à partir du moment où chacun a la possibilité de pouvoir s'exprimer et être force d'innovation, on accorde le droit à l'essai, du coup, le potentiel de chacun est maximisé et permet à l'ensemble de l'équipe d'être bien plus productive et bien plus innovante. Alors, comment est-ce qu'on maximise le potentiel pour tous? L'inclusion, comme on le voit, on parle souvent de l'âge, d'être manager, non manager, le genre, l'ancienneté, voilà, le statut du contrat de travail. Mais on a également les lieux de travail, on a les gens qui sont télétravail ou non, qui sont au siège ou sur site, qui sont itinérants ou pas. On a aussi le handicap. On a les collaborateurs qui sont en frontline ou ceux qui sont en back-office. Donc en fait, quand on parle inclusion dans une organisation, c'est exponentiel de voir les capacités d'inclusion qu'on peut analyser et traiter. Et donc, il faut un peu se positionner en se disant quels sont les types de diversité que je peux avoir dans mon organisation. On n'est pas que sur la diversité culturelle, loin de là. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, la perception de mes collaborateurs, elle va être assez égale en fonction de ces différentes typologies? Je suis en frontline client ou je suis en back-office. Quand je regarde la perception de mes collaborateurs, est-ce qu'ils ont l'impression de vivre la même chose? Est-ce qu'ils vivent la même entreprise? Est-ce qu'ils vivent les mêmes valeurs? Est-ce qu'ils ont les mêmes perceptions que ceux qui sont en back-office? Donc pour nous, il y a 3 choses qui sont très importantes dans l'inclusion. C'est d'abord l'ouverture, c'est-à-dire que l'organisation puisse se mettre en capacité d'être inclusive. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on a un cadre dans nos entreprises, un cadre qui sécurise, où on sait qu'on a les moyens, les moments et la possibilité d'exprimer ses pensées, ses idées, ses préoccupations, ses idées d'innovation. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà la structure qui nous le permet? Ensuite, est-ce qu'il existe cette perception d'équité et d'égalité des chances dans les organisations? Et puis le troisième, c'est le sentiment d'appartenance. Est-ce qu'aujourd'hui, les collaborateurs ont vraiment cette perception qu'il existe une possibilité pour eux de s'exprimer, d'avoir cette connexion et du coup de se sentir vraiment un sentiment fort d'appartenance au sein de l'organisation, d'où qu'ils viennent. Et le rôle du leadership et le rôle du manager de proximité ou à plus haut niveau dans une organisation, c'est de réduire ces écarts. Donc plus les perceptions seront réduites, plus les écarts seront réduits entre les catégories, du coup, plus vous serez inclusif. Voilà. Donc c'est déjà une première question qu'on peut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, dans mes équipes, à travers les différents profils que j'ai, aujourd'hui, est-ce que je peux penser que l'inclusion est perçue comme ça? On voit à travers notre enquête, on fait notre enquête auprès des salariés français et puis aussi évidemment par rapport à nos entreprises clientes, notamment celles qui sont au palmarès, donc les meilleures entreprises où il fait bon travailler.
quand on parle de réduire les écarts, on voit au niveau de 3 questions qui sont issues de notre questionnaire sur l'esprit de famille, l'ambiance, la solidarité, 4 questions pardon, et le fait d'être traité équitablement. On voit que sur l'enquête des salariés français, entre la perception des 24 ans ou moins, à la moyenne de ces 4 questions est de 65%, quand les seniors et plus, on est à 46-47. Donc on voit qu'on a pratiquement 20 points d'écart entre ces deux typologies de population. Alors que quand on regarde les meilleures entreprises où il fait bon travailler, on prend la même typologie de 25 ans ou moins et 55 ans ou plus, ou 45 ans, 45 à 54 ans, on voit qu'on est sur des écarts bien plus réduits. D'où l'importance aujourd'hui de s'assurer que cette perception de vos collaborateurs au niveau inclusif, votre rôle, c'est de réduire ces écarts. On fait aussi des analyses par rapport aux écarts de perception femmes-hommes. Donc, ce qu'on observe à travers nos différentes enquêtes, c'est que la bonne nouvelle, clairement, les écarts se réduisent. Donc, ça va dans le bon sens. Il y a quand même beaucoup de programmes qui sont menés en ce sens-là. Mais il reste encore des points de perception de différence, notamment sur la perception de rémunération, d'un équitable entre les femmes et les hommes, et d'opportunités de développement qui ne sont pas encore perçues comme étant totalement encore égales. Les plus grands écarts de perception qu'on retrouve entre les écarts femmes-hommes dans nos enquêtes, c'est la perception sur les responsabilités confiées, les perceptions d'écart aussi entre les promotions et l'équité de traitement, la reconnaissance et puis l'équilibre de vie pro-perso. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes de parentalité qui ne sont pas que pour les femmes, de parentalité tout court. Donc il y a aussi des ambitions effectivement d'atteindre un certain nombre de seuils dans les comités de direction, etc. Donc sans en faire un port de féminisme à outrance, on sent aujourd'hui que l'ambition, c'est de réduire cet écart. On n'est pas encore sur l'égalité, mais c'est pas forcément l'objectif et c'est pas forcément non plus réaliste selon les secteurs d'activité. Mais en tout cas, c'est encore des thématiques qui peuvent, sur lesquelles on perçoit cet écart. Quand on voit sur cette réduction d'écart aussi et qu'on pose la question sur quels sont selon vous les freins que peuvent rencontrer les femmes pour évoluer dans l'entreprise, sachant que c'est donc une question qui est posée auprès d'un échantillon représentatif de la population active française, eh ben on voit que les freins qui remontent le plus sont d'abord la maternité, la vie de famille, mais également les comportements sexistes et misogynes, l'autocensure, donc on est encore dans une culture où on s'auto-censure sur le fait de pouvoir s'autoriser à, la tradition de l'entreprise, la tradition propre au secteur, les compétences. Et on voit que du coup, culturellement, dans nos organisations, qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour réduire ces perceptions, ces écarts de perception au niveau notamment de ces freins, par exemple pour évoluer dans l'entreprise, qui n'est qu'une seule des thématiques. L'innovation par tous, elle est très importante pour nous chez Great Place to Work, mais on voit aussi que c'est quelque chose qui est régulièrement en croissance, puisque par rapport aux salariés français qu'on a interrogés, pour eux, les 3 facteurs qui favorisent vraiment l'innovation au sein de l'entreprise, c'est d'abord un climat de confiance, donc oser et se sentir dans un cadre rassurant pour le faire, l'autonomie, mais la diversité des collaborateurs qui est en train de monter, donc c'est pas encore beaucoup, 18%, mais c'est un chiffre qu'on voit augmenter de façon très régulière et qui du coup nous montre à quel point les collaborateurs eux-mêmes dans les organisations estiment que la diversité est clé pour l'innovation. Donc c'est tenté qu'on n'en ait pas encore la croyance personnelle. Ce qui est clair, c'est que les collaborateurs eux-mêmes estiment qu'ils peuvent en être acteurs et qu'ils aimeraient en être acteurs. Donc on a une possibilité à travers notre modèle de mesurer l'indice d'innovation. On le mesure sous 2 angles, l'inspiration individuelle et la connexion organisationnelle. Donc, la connexion organisationnelle, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, dans mon entreprise, dans mon organisation, comme je disais au début, je donne les moyens, je réunis toutes les conditions pour que effectivement cette innovation
puisse avoir lieu. Il n'y a pas que la R&D qui peut être source d'innovation. On l'a vu aussi pendant le Covid, où beaucoup d'innovations sont ressorties, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, de solidarité, selon les environnements dans lesquels on a travaillé. Ce qui ressort de positif pour ceux qui ont pu le vivre, ça a été un moment très fort, mais parce que l'organisation s'est tout d'un coup aussi peut-être parfois libérée d'un cadre, peut-être enfermant, d'une possibilité du coup de travailler différemment. Donc la première chose, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui l'organisation permet cette connexion et cette source d'innovation. Et puis après, on a aussi l'inspiration individuelle. Est-ce que moi, clairement, aujourd'hui, j'ai envie de donner, d'apporter mes idées, d'apporter ma créativité et d'apporter ma source d'inspiration auprès de l'entreprise? C'est une vraie question. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à travers cet indice d'innovation, plus les organisations qui sont vraiment dans le top quartile et qui ont un indice d'innovation fort, ils ont une croissance annuelle 5,5 fois plus importante. Donc, c'est sûr que plus une entreprise va être dans cette capacité à, de façon inclusive, offrir la possibilité d'innovation, plus elle sera performante financièrement et plus sa croissance sera grande. Et ce qu'on regarde à travers l'innovation en termes de constat, entre les salariés français et puis nos entreprises lauréates, les meilleures entreprises où il fait bon travailler, c'est qu'on voit qu'on a encore des très forts écarts, notamment sur la collaboration. Donc, on a 4 questions sur ces thématiques-là. La capacité de s'adapter au changement, la confiance accordée pour accomplir son travail au quotidien, la collaboration, donc pour pouvoir donner des idées, des suggestions, et la mise en avant des collaborateurs qui cherchent à innover. On voit que sur ces thématiques, entre les salariés français, la moyenne salariés français et la moyenne de nos lauréats, les entreprises où il fait mon travail sont quand même beaucoup plus dans des valeurs et dans des process et dans des capacités à offrir à chacun cette innovation, cette collaboration, cette reconnaissance de l'innovation, avec du coup des fondamentaux qui sont la confiance et qui sont l'équité et la reconnaissance. Donc les clés de succès par rapport à l'innovation, ça va être une culture de confiance, comme on l'a vu, un top management et un management de proximité qui vont être réellement inclusifs, des moyens et des ressources, parce qu'il est clair que ça en nécessite, et la formation, ou l'apprenance de façon générale. Donc les pratiques à mettre en place, c'est vraiment cette capacité avec agilité à ouvrir la possibilité d'apprentissage avec une habilité intellectuelle, mais aussi cette autonomie donnée, cette confiance accordée, et la mixité des équipes, et puis de favoriser tout ce qui va être événements, alors hackathon, enfin après ça peut prendre plein de formes différentes, mais de faire participer les collaborateurs, les rendre vraiment acteurs et du coup les associer aux décisions de l'entreprise. On voit des organisations où les collaborateurs sont associés. On les sollicite très souvent, mais c'est rarement pour des sujets importants ou c'est rarement sur des sujets qui pour eux pourraient être vraiment des sources fortes d'innovation. Donc le leader efficace, c'est un manager qui est inclusif, en assurant non seulement dès le début de se dire: «Est-ce que dans mon équipe aujourd'hui, au final, est-ce que je fais vraiment la promotion de la diversité? Est-ce que je la recherche? Est-ce que j'ai compris que l'inclusion, c'était aujourd'hui une des sources de productivité, de performance et d'innovation?» On voit pareil des managers qui vous disent: «Ben, je cherche, voilà, tel profil, de telle école, qui a fait telle expérience». Est-ce que le fait d'être un peu disruptif, dans son choix et d'ouvrir les possibilités d'avoir des profils complètement différents, est-ce qu'on le promeut ou est-ce qu'on est juste, voilà, acteur, en passif par rapport à ça et non acteur? Donc c'est très important pour un manager inclusif de souhaiter cette promotion de la diversité à travers son inclusion, en passant des messages très clairs, que ce soit en termes de vision. Pourquoi est-ce que pour ce manager c'est important? De ses actions, de ses pratiques et du coup, comment est-ce qu'il ouvre aussi la possibilité à ses équipes d'être eux-mêmes dans l'inclusion? Donc c'est pas simplement un discours, c'est aussi des actes.
c'est très important, comme on le disait, d'avoir une construction d'un environnement inclusif. Quels sont les temps, les moments, les process, les outils, les moyens qu'on se donne pour favoriser cette innovation en exploitant l'inclusion qu'on a à travers nos équipes. Et puis aussi, comment est-ce que du coup, on va exploiter la richesse de chacun, le potentiel, comment est-ce qu'on va le maximiser en offrant de la reconnaissance et en l'exploitant comme étant une richesse et non pas pour gommer les différences et raboter tout ce qui ne ressemble pas à ce à quoi on a l'habitude de se confronter. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'aujourd'hui, cette richesse-là, au quotidien, comment est-ce qu'on valorise l'apport de la diversité. Donc il est inclusif parce que du coup, il va vraiment maximiser le potentiel de chacun. Alors comment est-ce qu'on développe l'inclusion? Comme vous l'avez compris, je pense que la culture inclusive aujourd'hui, c'est une surperformance. Donc l'inclusion, c'est vraiment la façon et la manière vraiment participative et authentique et responsable avec laquelle on va s'engager. S'engager, c'est vraiment le vouloir, c'est le choisir, mais c'est aussi le respecter et le mettre en place concrètement à travers son quotidien pour vraiment assurer cette inclusion sociale. Donc on a trois étapes qui nous paraissent, enfin trois choses qui nous paraissent très importantes. La première, c'est de définir et impulser cette inclusion avec une politique sociale inclusive. Il faut que ce soit une ambition voulue, qu'elle soit partagée au sein d'une équipe, notamment de dirigeants, puisque comme le disais au début, c'est très important que ça ait du sens pour tous et que ce soit porté par du management, un management de la direction directement, avec du sens, des objectifs et que ce soit incarné. Il est clair que si c'est juste pour répondre à des taux de handicap, sinon voilà, il y a sanction. Si c'est pour répondre à des taux de diversité par rapport uniquement à la législation, c'est pas ce qu'on appellera une politique inclusive, sociale inclusive, voulue en tout cas. Elle est subie. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on construit, alors avec tout ce qui aujourd'hui se trame en termes de raison d'être et là on voit de sens, de quête de sens qu'on a en post-Covid, c'est clair que cette inclusion, elle a encore plus de sens aujourd'hui. Donc d'abord, cette ambition voulue et portée, mais également à travers des process. Donc ça peut être des process qu'on connaît déjà, de recrutement, de développement de talent, mais aussi des programmes de parentalité sur les faits religieux, sur du tutorat, le mentoring, l'intergénérationnel, les mixités culturelles. Voilà, c'est vraiment de non pas du tout instrumentaliser, mais se dire toute cette richesse-là aujourd'hui, comment est-ce que je peux l'exploiter positivement pour que ce soit à forte valeur. Et puis ce qui est important aussi, c'est de se définir des indicateurs. Clairement, c'est suivre, savoir des KPIs et de se mettre des ambitions et puis qu'elles puissent être suivies à travers ces indicateurs et des moyens. Une fois qu'on a cette ambition portée, incarnée et construite, derrière, il faut embarquer. Il faut embarquer les managers. On ne peut pas souhaiter une politique sociale inclusive sans avoir un leadership inclusif. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on adopte cette posture de leader coach, sachant que la plus grande difficulté, c'est de le faire sans biais cognitif, donc sans préjugés, et on en a tous. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on fait évoluer notre leadership pour valoriser cette inclusion, ce leadership inclusif et comprendre la richesse de chacun. Avec aussi parfois des besoins d'ouvrir le cadre pour avoir plus de marge de manœuvre. On a des organisations qui en sont très très loin, d'autres qui sont très en avance. Mais voilà, comment est-ce que chacun aujourd'hui contribue à cette inclusion? Et puis du coup, des pratiques et des modalités de reconnaissance et d'équité évidemment offertes à chaque membre de l'équipe. Et puis très important, c'est de rendre les collaborateurs acteurs de cette inclusion. Une fois qu'on a pu ouvrir, porter cette ambition, mettre un cadre, avoir un leadership inclusif, c'est rendre les collaborateurs acteurs, sinon il y aura déception par rapport à toute cette mobilisation. Donc concrètement, pour développer l'inclusion de façon très simple, même à un niveau d'un manager de proximité, au-delà d'une politique à mettre en place, c'est de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui je fais le bilan de cette inclusion au sein de mon équipe. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai une équipe diversifiée?
Est-ce que tous les jours, au quotidien, j'incarne cette inclusion et cette volonté d'inclusion, si tant est que j'ai pas encore une équipe inclusive? Parfois, on a des équipes qu'on n'a pas forcément construites, mais en tout cas, comment est-ce que je porte aujourd'hui cette ambition et cette volonté d'inclusion? Est-ce que dans mon quotidien, mes pratiques sont inclusives? Et est-ce que j'exploite vraiment toutes les richesses, de mes équipes? Et puis ensuite, une fois qu'on a ces questions qui se sont posées, c'est de pouvoir gérer son équipe avec confiance et reconnaissance. Donc on a dit effectivement d'avoir, une posture, mais d'avoir un discours d'inclusion, mais surtout la posture, du coup d'incarner des valeurs qui puissent être fortes et puis d'ouvrir aussi cette inclusion une fois qu'on l'a déjà au niveau de son équipe, vers les autres équipes. Et c'est là qu'on va vraiment avoir un cercle vertueux d'inclusion et de pratiques inclusives. Et puis toute l'exploitation de la richesse par la transversalité et la reconnaissance, non pas de cristallisation par des groupes d'appartenance, mais en étant vraiment éthique et équitable. Donc vous l'aurez, je pense, compris. C'est vrai que devenir une organisation qui soit vraiment exclusive, c'est une vraie ambition. C'est une vraie ambition portée qui demande du courage. On va parfois un peu à l'encontre de d'histoires d'entreprise ou de voilà, c'est pas toujours évident à mettre en place. Donc ça demande du courage parce qu'on transforme vraiment parfois la culture. On transforme la culture parfois par le savoir-être et le savoir-faire. C'est pas uniquement une ambition affichée, c'est vraiment totalement incarné au quotidien. Voilà, il est 12h07. Je n'ai pas du tout vu s'il y avait de questions parce que j'étais concentrée sur la présentation. Vous Oui. aurez le Oui, donc je suis disponible pour les questions. Eh ben, il y en a... Alors, ça rejoint un petit peu ce que tu as dit à la fin, Valou. Quelles actions concrètes peuvent être mises en place dans Mmh. les entreprises pour amener les femmes à s'affirmer? Pour amener les femmes à s'affirmer. Alors déjà, ce Hmm. serait ouais, alors ça, c'est un grand débat, alors aider les femmes à s'affirmer, ça dépend de l'environnement dans lequel elles travaillent. Je parlais de secteur d'activité. Il est évident qu'il y a des secteurs d'activité sur lesquels, les femmes ont eu plus de mal à prendre leur place. Bon, moi, j'ai un passé dans l'industrie. J'ai travaillé 10 ans dans l'industrie, donc je connais bien le monde industriel et le monde de la production, par exemple, qui n'était pas, un monde, féminin à la base. Et je vais vous prendre un exemple très concret. On était à la recherche de directeurs, d'usine. C'était le programme directeur d'usine à l'époque, puisqu'on savait qu'on allait, manquer de directeurs d'usine à terme. Déjà, on a fait un programme de direction d'usine et non pas de directeur d'usine. C'était un petit détail, mais qui changeait pas mal les choses. Et on s'est aperçu aussi qu'effectivement, on était à 100% pratiquement des hommes en direction d'usine, sauf quelques exceptions, quelques femmes brillantes qui avaient réussi à être directrices d'usine. Donc en fait, on a fait un programme complètement différent, c'est-à-dire qu'on a appelé à une envie d'être un jour en direction d'usine. N'importe qui, on pouvait avoir 25 ans, 28 ans, 45 ans, 60, être un homme, une femme, être ingénieur, pas ingénieur. Enfin, c'était vraiment, on a complètement ouvert avec une ambition de dire à terme, un jour, j'aimerais faire une direction d'usine. On a eu on était très enfin, pas, moi, j'étais pas surprise, mais on a été globalement une volonté de femmes d'oser à terme peut-être un jour être directeur d'usine, qui ont postulé, qui a été très important. On a eu 65% de femmes qui ont postulé, alors que sur un poste de directeur d'usine, on avait très rarement des femmes. Donc en fait, en prenant en amont la capacité de leur offrir la possibilité de s'accorder le droit de le faire, la formation, et on n'avait pas que des ingénieurs, un parcours qu'on a accompagné, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, quand on est directrice d'usine, on se confronte à des clients ou à des fournisseurs qui n'ont pas forcément, qui ont quelques biais cognitifs aussi. Donc ça a été vraiment un accompagnement sur 10 ans pour aider les femmes à s'affirmer, et à prendre leur poste, mais non pas, pour, répondre à un quota, mais parce qu'en fin de compte, c'était sous-jacent. Il y en a qui en avaient envie, mais qui n'avaient pas forcément ni la possibilité, ni les moyens, ni le temps, ni les compétences. C'est un peu ce que je vous ai montré au début. Et du coup, on a vraiment fait, suite à des assessments, le parcours qu'on a co-construit avec ces 60% de femmes, pour les faire grandir et qu'au fur et à mesure, elles puissent avoir accès à
de façon inclusive au poste de direction d'usine. Voilà, c'est un exemple très concret. Je ne sais pas si ça répond à la question, je ne vois pas les… Est-ce que ça répond à la question? Il y a du chat, alors je ne vois pas non plus. S'il y a des… Je vois pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non? Ok. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Je vous ai mis à la fin, mais j'en ai mis beaucoup, donc je vais pas le faire à l'écran. Des bonnes pratiques qui sont faites par différentes entreprises sur le handicap, l'intergénérationnel, l'égalité femmes-hommes, les faits religieux, le retour dans l'organisation quand on a un congé maternité, par exemple, les équilibres de temps de vie, enfin voilà. Je vous aurai à la fin un certain nombre de bonnes pratiques qui vous permettent de vous donner des idées. Et puis, ben, nous restons à votre disposition si vous avez des questions par la suite. N'hésitez pas. Très bon week-end à vous et merci beaucoup. Au revoir.